Si vous nous retrouvez à l'instant, vous faites bien de suivre votre grand débat dominical. Ce matin, nous avons décidé de parler de la paix sociale et du vivre ensemble au Cameroun. Nous posons une question, est-ce une réalité ou alors une illusion? Je commence par Maître Jean-Guy Zogo. Maître, nous parlons donc de la paix sociale et nous parlons du vivre ensemble ce matin, sachant bien évidemment que nous sommes à quelques mois de la tenue d'une élection présidentielle au Cameroun. Qu'est-ce qui vous vient d'abord en esprit en ce moment lorsque nous parlons de paix sociale et du vivre ensemble pour le cas du Cameroun? Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'instrumentalisation des rivalités tribales et ethniques qui semblent avoir pignon sur rue, notamment dans les réseaux sociaux et dans les multiples débats qui meublent les chaumières. Mais je voudrais quand même apporter des précisions. Parce que nous avons la chance que nous arrivons aujourd'hui à un certain niveau de responsabilité, mais nous sortons de quelque part. Le vivre ensemble, en fait, ça ne veut rien dire. C'est une expression politique, parce que nous vivons ensemble. Je ne vais pas faire ici. Ça ne veut rien dire. Le vivre ensemble, ça ne veut rien dire. Ça fait partie des inventions. Il y a le vivre ensemble, il y a le vivre ensemble séparé. Je n'en conviens pas, professeur. Mais arrêter, ça ne veut rien dire. Ça fait partie des slogans creux du renouveau. À la réalité, lorsque vous vous baladez au Cameroun, j'ai la chance d'avoir déjà parcouru 9 régions sur 10. Oui. Les gens vivent ensemble. Certes, il y a une réalité à laquelle nous assistons qui est assez poignante, c'est qu'il y a des communautés qui ont déjà réussi à s'installer quasiment partout au Cameroun, mais les autres n'arrivent pas à s'installer chez eux, si on peut le dire ainsi. Mais qu'à cela ne tienne, je ne sais pas, monsieur le maire est assis là, je ne sais pas s'il y a un samedi dans ce pays où des mariages intercommunautaires ne sont pas célébrés. Lorsque vous allez dans nos marchés, en tout cas ce qui en tient lieu, ce que le renouveau nous a donné comme marché, à Mokolo, Etoudi, et Sos, c'est toutes les langues que les gens parlent. Lorsque vous voulez manger, vous allez au restaurant, vous êtes surpris de voir des gens manger des plats qui ne sont pas des plats traditionnels de chez eux. Tout à fait. Donc à la réalité, les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Nous avons fait l'expérience tout à l'heure de la coupure de courant qui nous a suspendu l'émission pour quelques minutes. Nous vivons à Yaoundé, où nous rencontrons des monticules d'ordures à tous les coins de rue. Nous avons des problèmes d'accès à l'eau. Nous voulons nous rendre dans nos villages. Il y a des difficultés pour circuler. Nous voyons tous qu'en 40 ans, notamment ces 20 dernières années, le pouvoir d'achat des Camerounais s'est amoindri. Et ce n'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est quelque chose que nous vivons. En réalité, les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Ils ont un problème de manger ensemble. Il faut que ce soit très clair selon vous. Parce que l'impression que nous avons, et ce n'est même pas seulement une impression, le constat que nous faisons, c'est que, comme disait Thomas Sankara, il faut faire le choix entre de l'eau potable pour le plus grand nombre ou du champagne pour quelques-uns. Chez nous, on a choisi l'eau Pétrus pour quelques-uns et les autres se débrouillent à partager l'eau des mares avec leurs animaux domestiques. C'est ça la réalité. Donc, quand on dit paix sociale et vivre ensemble, le problème au Cameroun, il n'y a pas un problème de paix sociale. Moi, j'ai été à l'extrême nord. Je ne sais pas s'il y a un endroit où j'ai été aussi bien accueilli qu'à l'extrême nord. J'ai été au nord, j'étais en Ladamawa, j'étais à l'est. Je suis régulièrement dans le littoral. Je suis bien accueilli. Les seuls endroits où quelqu'un m'a dit un jour, c'était à Konolinga, où je suis supposé être leur neveu. Vous comprenez? Leur oncle, tant pour moi. Donc c'est pour vous dire que les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Le vivre ensemble, si j'adopte l'expression qui nous est vendue, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Par contre, il y a une instrumentalisation politique des rivalités ethno-tribales qui sont naturelles, puisque de toutes les façons, même avant que les Occidentaux ne viennent nous réduire en esclavage, les communautés se faisaient des guerres, parfois par rapport aux migrations qu'elles opéraient. Donc, je voudrais, pour sortir de ma première prise de parole sur la question, dire que moi, je voudrais appeler les acteurs politiques, une fois de plus. Oui. L'Union des populations africaines a mis en place une école des cadres. D'autres partis politiques ont des écoles comme celle-là. Le RDPC a une académie. Tout à fait. Il faut former les hommes politiques. Il faut former les leaders politiques. Parce que quand le professeur Onangini parle de la transcendance,
Vous ne pouvez pas... Il faut également former les militants. Hein. Oui, le problème c'est que ce sont les hommes politiques qui forment leurs militants. Si eux-mêmes ne sont pas déjà formés, vous ne pouvez qu'avoir que des militants qui vont sur les réseaux sociaux insulter toutes celles et tous ceux qui ne partagent pas leur opinion. Or, nous n'avons pas vocation à penser exactement la même chose. L'unanimité serait même dangereuse. Imaginez qu'au Cameroun aujourd'hui, le seul plat de nourriture qui existe, c'est le coquille. Vous devez manger du coquille du matin au soir, du 1er au 31. Mais vous aurez un problème. Or, si vous avez la possibilité d'accéder à tous les 200, 250, 300 mecs qu'il y a au Cameroun, mais vous avez un repas et que vous avez une alimentation équilibrée, monsieur ici. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une image pour vous dire que les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Ils ont un problème de manger ensemble parce qu'ils ont l'impression que la richesse nationale n'est pas redistribuée convenablement à tout le monde et à tous les Camerounais qui, pourtant, au quotidien, sortent et se battent pour gagner leur maigre pitance. Monsieur le maire, ça tombe bien, parce que vous êtes sur ce plateau, vous qui êtes justement maire de la République, notamment à Ngoumou, et on sait très bien que la ville de Ngoumou n'est plus très loin de la ville de Yaoundé, et donc plusieurs communautés cohabitent déjà à Ngoumou depuis un certain nombre d'années. Alors, lorsque nous parlons de ce vivre ensemble et surtout de cette paix sociale, avez-vous l'impression que depuis un certain temps, les deux concepts sont mis à rude épreuve? Oui, c'est comme le dit Maître, c'est un phénomène politique, j'allais dire normal pour tous les jeunes États. Hein. Parce que le travail d'assimilation des appartenances tribales n'est pas achevé et on a l'impression régulièrement, à chaque échéance, grande échéance politique, qu'on fait marche arrière, qu'on recule. Pendant la période du parti unique où la gestion politique était relativement autoritaire, il y avait la crainte et ce travail d'assimilation forcée avait à la limite un peu laissé croire qu'on avait suffisamment avancé, mais dès les années 90, dès que la parole a été libérée, c'était le retour et le repli identitaire à des fins de bataille, de conquête de pouvoir, et à chaque nouvelle échéance, on retombe. Et c'est dû à certains acteurs politiques très connus, pas seulement connus par cette stratégie simpliste d'instrumentaliser la tribu, mais connus aussi par leur long parcours et professionnel et idéologique d'instrumentalisation, d'idéologisation, même de cette, vous avez appelé le suprématisme, mais je crois qu'il y a des acteurs politiques très dangereux pour notre démocratie. Ah bon? Parce que la démocratie, elle se fait dans un État, et la République, c'est avec ce cadre rationnel qu'est l'État. On ne peut pas avoir d'État sans assimilation. Ouais. Et c'est l'évaluation de cette assimilation, chacun en ce qui le concerne, que nous devons faire. Est-ce que la transcendance dont parle le professeur, c'est l'acceptation de cette assimilation, et les autorités administratives et politiques, l'appareil d'État, effectivement, est l'agent décisif de cette assimilation. Tous les élus, nous prêtons serment. Et nous sommes obligés de traiter tous les citoyens résidant sur nos territoires de façon égale. Je suis maire de Ngoumé, je suis moi-même fils d'une zone frontalière, je suis d'Otélé et à Otélé... Frontalière au Bassa. Voilà. Non seulement au Bassa, mais ensuite, nous avons accueilli depuis longtemps une forte immigration, fuyant effectivement d'une part les conflits dans l'Union et la Sadaga maritime, et aussi à l'ouest. Donc nous avons grandi à Hôtel avec des grands commerçants venus du nord, de l'ouest. Le chef de 3e degré de Télécentre, Essawa, c'était Madame Ebouélé, et actuellement c'est son fils qui était mon camarade de classe, c'est Turen Ebouélé, qui est chef de village 3e degré de Télécentre. Et donc, et ça,
c'est toute une culture de paix et de vivre ensemble. Maintenant, il faut savoir que, comme Maître disait, la paix sociale, on a vite fait de tribaliser le débat politique. Mais en réalité, c'est un frein à la résolution des problèmes de justice sociale, d'égalisation des chances, d'égalité des chances, de réformes économiques. Notre État, si vous prenez, moi je rêve d'une rationalisation des dépenses publiques à la Trump. Il a nommé quelqu'un là. Mais moi je défends cette idée depuis ici. Nous gaspillons beaucoup d'argent. Et le gaspillage d'argent et l'inefficacité de notre État, une bonne partie de cette inefficacité de l'État, des politiques publiques, est liée au tribalisme, à la nécessité de gérer le tribalisme. Vous avez des gens, ils sont incompétents, ils détournent de l'argent, mais pour des raisons d'équilibre régional, pour des raisons, bon, si vous dites tel, on dit, ah, vous êtes tribaliste, donc on s'en accommode. Notre État paye chaque année, de façon budgétaire, un coût, le coût du tribalisme. L'équilibre régional en soi, c'est le prix à payer pour gérer le tribalisme. Et ce prix veut dire quoi? Ça veut dire un jeune Camerounais qui mérite, qui peut produire plus, on le met de côté. On le met de côté pour mettre un qui va produire moins, mais pour des raisons tribales. Le rêve républicain, ce serait le rêve où, quand quelqu'un irait candidater pour l'accès à la fonction publique, ce serait pareil que quand il va candidater pour une multinationale, c'est la compétence, c'est sa productivité, un point, un trait. Là, on a l'optimum de la production. Donc, et ce sont ces injustices aussi, pour les régler, moi je suis d'accord que le vrai problème, ce sont ces injustices. Et c'est d'autant plus que, et là je vais chuter, je reviens tous ces derniers temps sur le défi démographique. Notre population va doubler dans 25 ans encore. Nous aurons 50, 60 millions de jeunes Camerounais qui n'auront peut-être même jamais mis les pieds dans leur village parce que 70% de cette population sera née en ville. Ils seront Ewondo, Bamleke, de nom. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, ils ne mettront jamais les pieds là-bas. Ils seront des citadins. Il faut donc rationaliser le débat politique, trouver des solutions rationnelles pour régler et faire avancer notre économie et diminuer au maximum les injustices sociales. Professeur Mathias Eric Wanangini, on sait que vous avez longuement parlé de cet aspect des choses. Est-ce qu'il y a des conditionnalités pour garantir une paix sociale au Cameroun et le vivre ensemble? Oui, il y a des conditions pour le faire. Mais la condition des conditions, c'est la connaissance. La connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que notre formation nationale, notre nation étatique. Si nous ne savons pas ce que c'est, nous ne pouvons pas créer les conditions de la paix sociale et d'un vivre ensemble organisé, qui ne soit pas un vivre ensemble séparé. Le Cameroun... Non, attendez d'abord. Oui. C'est quoi un vivre ensemble organisé? Le vivre ensemble organisé, c'est une situation dans laquelle il peut exister un certain nombre de problèmes, mais en raison de la transcendance, il y a des conditions qui permettent de les réguler, voire de les résoudre. Le vivre ensemble séparé, c'est une situation dans laquelle nous ne restons que dans la juxtaposition de communautés. La connaissance, c'est que le Cameroun, qui est une formation sociale africaine, est de constitution communautaire. Et cela est irréversible. Ça veut dire que ça ne changera pas. Tant que cette entité politique va exister, il faut savoir que sa constitution est communautaire.
Maintenant, le fait que cette constitution soit communautaire n'empêche pas qu'on puisse trouver les moyens d'assurer une cohésion sociale significative qui n'est jamais absolue parce qu'il n'y a pas de société sans problème. Si vous avez donc des composantes communautaires, qu'on peut aussi appeler des nationalités claniques, des nationalités tribales, des nationalités ethniques, des nationalités non régionales, vous pouvez créer les conditions pour que ces communautés-là vivent. Il y a d'abord des conditions culturelles. La condition culturelle première, c'est l'élimination du suprématisme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de cohésion sociale entre les communautés s'il y a des communautés qui croient qu'elles sont ontologiquement supérieures à d'autres. Tant que vous avez dans une société communautaire des communautés qui croient qu'elles sont supérieures à d'autres, vous avez l'esprit de l'injustice. Vous avez l'impression que pour le cas du Cameroun, ça se vérifie? Bien sûr. Je ne veux pas vous donner de détails, je ne veux pas vous donner de détails par souci républicain. Mais si je commence à faire la démonstration là, on va vous suspendre pour 10 ans. Il y a des soucis en la matière. La première condition culturelle, donc, c'est d'éliminer tout suprématisme. Deuxième condition culturelle, c'est de contrôler et de neutraliser les hégémonismes. Troisième condition culturelle, c'est de réguler le nombrilisme. Mais le nombrilisme, il est dans une société communautaire naturelle. Mais justement, la civilisation, c'est de dépasser les penchants naturels. C'est-à-dire, comme moi je suis Ewondo, ou Betty, vraiment, le ndolé, ce n'est rien. Tant que ce n'est pas la sauce d'arachide, bon, le bongo tchobi, alors bon, vraiment, ça vaut rien là-bas. Donc, c'est de dépasser le nombrilisme. Et c'est donc de créer l'interconnaissance entre les communautés. Et d'ailleurs, dans cette interconnaissance, beaucoup vont découvrir qu'ils sont plus apparentés qu'ils ne croyaient. Parce que la parenté est complexe et se joue à plusieurs niveaux. Il y a des conditions morales. Les conditions morales, je vais résumer, c'est la tolérance relative. C'est la tempérance. C'est-à-dire ne jamais se mettre dans une position où on croit qu'il n'y a que son nombril qui est un nombril. Où on doit accepter que tout le monde a un nombril et que les nombrils se valent. À partir de ce moment, la discussion républicaine, c'est quand il y a des injustices, des inégalités, de faire que les institutions publiques se mettent dans la perspective de résoudre les inégalités. Et dans cette perspective des inégalités, il y a des inégalités qui sont créées par le mouvement naturel de l'État. Par exemple, nous sommes dans un pays où il y a des migrations. Mais les migrations sont inégales parce qu'il y a des zones où on migre plus que d'autres. Tout le monde veut venir à Douala. Tout le monde veut venir à Yaoundé. Quand on veut une régulation et une cohésion sociale, il faut veiller à un aménagement du territoire qui permette que les gens se sentent bien à partir de leur propre foyer naturel. Et que même s'il y en a qui se déplacent, dans le cadre de l'intégration nationale, que les gens commencent d'abord à trouver les conditions de l'épanouissement là où ils sont. D'où l'importance. Que faites-vous de la Constitution qui dit que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise? Notre problème, donc, monsieur, est ici. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de connaissance. Nous sommes en Afrique. Nous ne pouvons pas vivre en restant avec les catégories mentales que la colonisation nous a transmises. Il faut être intelligent, monsieur. L'intelligence, c'est de se configurer en fonction de l'environnement dans lequel on vit et de traiter les problèmes à partir de cet environnement. On peut s'enrichir des expériences des autres, d'accord, mais on est dans son écosystème propre. Ça, c'est une ontologie politique qui a été créée en Occident. Je ne dis pas que tout soit mauvais dans cette ontologie. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais elle ne correspond pas à notre dynamique historique. Elle ne correspond pas à nos constitutions culturelles. Où Dieu nous a donné l'intelligence pour créer des institutions qui sont adaptées à notre situation, où nous allons donc rester simplement de vulgaires copistes. Et si nous restons de vulgaires copistes, il y a beaucoup de problèmes que nous ne pourrons pas contrôler. Il y a les conditions économiques. Les conditions économiques.
Tout à l'heure, M. Jean-Guy Zogo parlait de manger ensemble. Oui. Mais pour manger ensemble, il faut d'abord produire ensemble. Il faut travailler ensemble. Et la limite, justement, ça tient encore aux solutions extérieures. La grande limite, c'est que nous croyons que nous pouvons nous contenter des solutions que les autres ont appliquées chez eux pour créer le travail ensemble. Non, monsieur Haïssi, utilisons notre intelligence. Il y a des solutions. J'en aborderai certaines quand on va parler des poubelles, pour montrer que les poubelles sont même le lieu d'un enrichissement et d'un développement de nos villes. Mais comme nous sommes dans cette logique-là, du vivre ensemble séparé, nous ne comprenons pas que les poubelles sont une opportunité pour créer une économie qui, dans les villes et particulièrement dans les quartiers dits défavorisés, peut permettre de créer des emplois, peut apporter des revenus complémentaires, peut apporter autre chose que les mauvaises odeurs. Merci. Abel Elimbi Lobé, paix sociale et vivre ensemble au Cameroun. Selon vous, c'est une réalité ou alors tout simplement une illusion? Le vivre ensemble tel qu'il est pratiqué actuellement est une illusion. Et pourquoi? Parce le que vivre ensemble séparé. nous sommes dans une juxtaposition des communautés qui, en réalité, ne créent pas les conditions d'une coexistence harmonieuse. Premièrement, vous avez des gens dans le champ politique qui, lorsque la constitution de 1996 s'y a été mise sur pied, après la conférence tripartite, où les patriarches des différentes communautés ont été Et les réunis. matriarches. C'était des patriarches. Et des matriarches. Et des matriarches Qui également. ont d'ailleurs, si vous permettez, menacé de maudire les patriarches si on ne trouvait pas une solution à la tripartite. C'est-à-dire que les femmes qui participent à la tripartite avaient menacé de se déshabiller parce que le Cameroun était en situation très difficile. Ces patriarches-là, qui dans nos différentes communautés, sont des personnes ressources de la dernière minute. Des gens qui, lorsque ils parlent, tout le monde doit pouvoir comprendre et aller dans ce sens. C'est eux qui ont inscrit dans la Constitution le concept de l'autochtone, qui est au départ, dans le préambule, l'État assure la protection des minorités, préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. C'est-à-dire la loi viendra définir ces droits qui sont inaliénables si on veut la coexistence harmonieuse. Nous avons vu des gens se lever ici au Cameroun, venir sur les plateaux de télévision, contester l'existence des populations autochtones. Ça a commencé comme ça. Nous avons vu les gens à la sortie du grand dialogue, où des gens comme moi, nous avons posé la question du respect de l'espace ontologique de chaque communauté. Nous sommes sortis de là avec une évolution concernant les collectivités territoriales décentralisées, qui sont l'axe fondamental du développement économique et social de notre pays. Et dans la Constitution, l'article 57 de la Constitution est clair dans le cadre de la décentralisation, qui est l'axe fondamental du développement économique et social. Dans l'article 57, il est dit: le conseil régional doit refléter les différentes compositions sociologiques de la région. Les différentes composantes sociologiques de la région. Est-ce que le constituant est fou? Le constituant est en train de reconnaître la nature première de ce pays. Les étangs
les Boulous existent. Que cela plaise ou pas, au tout pourri, il doit se faire à l'idée que le Sawa existe, etc. Et que le Sawa n'existe pas partout. Il existe dans un espace précis au commencement. Là où Dieu l'a créé, Dieu l'a placé. Et le constituant continue en disant: le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région. Les gens sont venus contester ça ici dans les années 2020. Refusant que chaque composante qui est l'élément consubstantiel de l'organisation administrative. L'organisation administrative n'a pas été faite n'importe comment. Ce n'est pas pour rien qu'une partie de ce pays s'appelle la région du Sud. On pouvait dire que ça ne s'appelle pas région du Sud et créer une région où c'est un méli-mélo n'importe comment. Si on a donc dit que le président du conseil régional doit être un enfant de la région, c'est bien parce qu'il faut laisser à chaque région et aux composantes sociologiques de cette région la possibilité de participer à égalité de chance à l'organisation, au fonctionnement, au développement du Cameroun. Je ne suis pas un démagogue. Je suis quelqu'un qui lit ce qui est posé sur la table et qui veut que cela soit mis en place. On va terminer. Quand le législateur vient maintenant à la suite de la Constitution, parlant des élections de représentation, où chaque communauté doit avoir la possibilité d'être représentée là où les décisions de la nation doivent être prises. Qu'est-ce que le législateur a dit? Il a dit, parlant des élections législatives, la constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Quelles sont les composantes sociologiques de la région d'Ambam, ou bien de la circonscription d'Ambam, ou bien de la vallée d'Untem, ou bien de Mungo Nord, ou de Mungo Sud, pour que des démagogues viennent parler dans ce pays comme si Mungo Nord n'existe pas. Mungo Nord, ce sont les ballons, ce sont les bakaka, ce sont les bafoun, ce sont les mbo. Mungo Sud, ce sont les ballons, ce sont les bongo, ce sont les bankon. Vouri, Ouest, c'est les belles, c'est les Bodjongo, c'est les Bodiman, les Bonendale, etc., etc. Que des gens viennent nous dire que vivre ensemble, c'est nier l'existence de ces communautés pour qu'elles disparaissent et que les gens, les acteurs politiques, se mettent à développer des comportements visant à obtenir que le littoral disparaisse de la représentation nationale. Le chef de l'État, conformément à la législation, est celui qui organise la représentation des différentes communautés dans la représentation nationale. Il a dit que le littoral a 19 personnes. Aujourd'hui, en raison des manœuvres, de la manipulation et des volontés suprématistes, sur les 19 sièges du littoral, sont assis 8 ressortissants de l'Ouest. On va aussi, le CNC va vous sanctionner. Parce que je dis ce qui se passe à l'Assemblée nationale. 19 sièges de députés. Est-ce qu'on ne dira pas qu'à ce niveau, la Constitution a été piétinée? La Constitution est piétinée depuis qu'elle est prise en compte. Elle a été promulguée par ceux qui ne veulent pas comprendre que l'existence des Boulous, ce n'est pas une faveur, c'est un impératif catégorique majeur. Très bien. Je termine. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Sur les 19 sièges, que viennent faire 9 ressortissants de l'Ouest? Ils ont gagné les élections. Ils peuvent les avoir gagnés. Voilà. Ils peuvent les avoir gagnés, pas parce que la population les veut. Mais c'est la population qui vote. Oui,
Mais elle vote ce qu'on lui présente. Peut-être que les autochtones n'étaient pas présents. Voilà. L'idée même que les autochtones peuvent être absents. Est-ce que la nature n'a pas horreur du vide? Oui. L'idée que les autochtones peuvent être absents est le commencement du problème. Vous voulez dire que sur tout le littoral, de Mélon jusqu'au fin fond de la Saraga maritime, il y a des partis politiques qui adviennent à ne pas trouver 19 candidats. C'est vrai que le débat ce matin n'est pas porté sur le littoral. Je suis en train de parler du vivre ensemble. Oui, oui, oui. Que la conception du vivre... Ne focalisez pas le débat sur les Sawa et sur le littoral. Je parle de ce que je connais le mieux. Je ne sais pas comment ça se passe à l'extrême nord. Terminons dans l'Imélobé. Je suis en train de dire que la conception que veulent nous imposer certains suprématistes, c'est que les 19 sièges du littoral doivent pouvoir être occupés par des gens simplement sur la base de ce que la migration des populations, le mouvement des populations impose. Comme nous sommes devenus très nombreux au littoral, nous pouvons être ceux qui représentent les Sawa. Vous ne représenterez jamais les Sawa. Ils existent, ils se feront représenter par merci. Sur les 19 sièges, c'est un avertissement que je lance. C'est compris. Voilà. Calmez-vous, Elimbe-Lobé. Nous allons... Les sièges du littoral, on a compris. Sont des sièges du on a déjà compris. Aucune interprétation du vivre ensemble ne changera cet état de choses. On a compris. Et je ne vous laisserai jamais aller chercher à occuper les 11 sièges du Sud. Je vais passer la parole à Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot, ce n'est pas la première fois que nous posons ce genre de débat sur cette table. Mais nous le faisons toujours par souci de sensibilisation. Nous abordons ces sujets délicats, Pierre Blériot Niemek, parce qu'il faut justement les aborder afin de trouver certainement une solution. Ça ne sert à rien de ne pas les aborder, n'est-ce pas, Pierre Blériot? Première question. Deuxième préoccupation, Pierre Blériot. Est-ce que l'ordre gouvernant, en ce moment, a véritablement pris la mesure de la situation? Alors... Qu'est-ce que je peux dire de très intéressant après que toutes ces éminences grises aient parlé? Pas grand-chose, sauf qu'elles ont parlé pour les institutions et quelques-unes de ces éminences grises évitaient que monsieur tout le monde les comprenne, comme le professeur Onangini. Parce que ma grand-mère... Je devais parler, je l'ai dit que... Oui. Non, pas du tout. Parce que il a expliqué et à côté vous avez... un comportement qu'on pourrait qualifier de nombriliste, celui de M. Elimbe-Lobé. Parce que si vous enlevez paix sociale, vous pouvez mettre paix familiale. Vous allez voir ma façon d'aborder la chose. Ce que l'État subit, nos familles le subissent. On n'a pas prévu ce moment s'il devait arriver. Nous tous qui sommes ici et ceux qui sont à la maison, observez bien que nos parents n'avaient pas pensé à se partager la terre. Ils vivaient comme ça. Ils occupaient les espaces, ils les utilisaient. Mais l'évolution de la société a fait que leurs enfants soient obligés de se partager la terre. Or, quand le moment de se partager la terre est arrivé, il y en avait qui avaient averti leurs enfants avant. C'est-à-dire, vous êtes une famille de 5 personnes, 5 frères qui vivent bien, et il y a un là qui dit à ses enfants, s'aimer un peu partout. Il y a un concept qui arrivera, on appellera ça la mise en valeur. Quand ce concept arrivera, vous prendrez les terres de tous vos cousins. Je dis, nous tous, nous vivons ça. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. Dans nos villages, nous avons des cousins qui ont été prévenus pendant que les familles étaient encore en bonne cohésion. Au moment du partage réel de la terre, certains cousins avaient tout pris. Ça a provoqué une situation. J'appartiens à une famille, j'en parle, on dit famille de Ruben. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, non, tu n'es pas de la famille de Ruben Oumiobe, tu es de la famille de Maï Mamatip. Non. Là, alors, et quel est l'enjeu? Appartenir à une ou à
votre famille. Vous comprendrez. Maïma, tu peux être légèrement tristement célèbre. Voilà. Je vais vous aider. Puisque certains ont fait comprendre que c'est Maïma qui avait trahi Oumiobe. Est-ce que c'est alors bon de la trahison héréditaire? Je vais m'appuyer sur ma famille pour vous aider. Parfait, accordez-moi un peu. Allons-y. Je vais m'appuyer sur ma propre famille pour nous aider à avoir un problème. La famille de Ruben Oumiobe que vous voyez est divisée en deux groupes. La famille de la route bitumée et la famille de la voie ferroviaire, c'est-à-dire les gens qui sont sur la voie ferroviaire. Machine en l'or. Machine. Moi, je suis de la route goudronnée et Cabral Libi est de la voie ferroviaire. Voilà les deux branches. Qu'est-ce qui se produit? Je parle là de ma famille. Chacun va voir comment ça s'applique au niveau du Cameroun. La famille de la voie ferroviaire, donc celle de Cabral, vivait dans une sorte de pression naturelle. Accès difficile à la route et tout ce que vous pouvez imaginer. Les enfants avaient peiné à aller à l'école. Ils étaient obligés de forcer pour venir, ne serait-ce qu'au niveau des écarts qui commencent à la voie ferroviaire et la route. Quand les Cabral Libi ont commencé à réussir à l'école, ils ont développé une idéologie là-bas. Que leurs principaux adversaires, c'est les gens de la route, qui ont eu tout de par la nature. Et qu'il fallait donc qu'ils fassent tout pour dominer ceux qui passaient sur la voie routière. La conséquence, les pères n'ont pas vu ce problème venir. Et au niveau des enfants, ça s'est produit. C'est-à-dire qu'avec nos cousins se comportent comme si nous étions en guerre et qu'ils devaient tout faire pour rester entre eux très unis contre nous. Est-ce que vous comprenez? Si vous mettez ça au niveau national, vous allez comprendre, même si les gens se fâchent. L'Ouest entier fait 14 000 km². 13 900, donc 14 000 km². Le Grand Bam, je n'ai pas parlé du centre. Le Grand Bam fait 42 000 km². Wow. Ça veut dire 3 fois l'Ouest. Ce qui a donc forcément obligé des populations qui étaient dans ces conditions à développer des théories d'expansion. Il fallait sortir, c'était naturel. On n'avait pas d'espace. Et quand il fallait sortir, il fallait conquérir les espaces intelligemment. Les autres n'ont pas vu le problème se dessiner en ce moment-là. C'était un problème qui se dessinait. Aujourd'hui, le problème se pose. Ce qu'il nous faut faire, c'est nous asseoir afin de reconsidérer le problème. Je vais répondre à Elim Bilobe. Les Bamileke qui se trouvent au littoral n'ont plus où aller, ils seront toujours au littoral. Non, on ne dit pas qu'ils ne soient pas là. Non, on ne dit pas qu'ils ne soient pas là. Ouais, ils seront pas députés. Non. Moi, je dis qu'ils ne représentent pas le littoral. Mais ils sont là. Ils sont citoyens. Ou alors nous changeons le concept de la représentation. Ils sont citoyens. Écoutez ce discours-ci. Oui, je ne sais m'énerve pas. Oui, je ne dis pas que tu énerves. Les Bamileke qui sont dans le littoral ne quitteront plus jamais le littoral. Oui. Ils seront désormais toujours au littoral. Ils vont vivre en cohésion. Ils vont vivre avec vous là-bas. Oui. Maintenant, comme l'État n'avait pas prévu cette situation, il va falloir que l'État régule. C'est ça. Que l'État organise les populations pour leur dire que les Sawa que vous voyez ici, eux, ils n'ont pas appris à voyager. Donc, ils n'ont pas où aller. Ils ne sortiront pas de la zone Sawa. Ils seront seulement ici. Mais considérez-les comme vos frères. De même que hier, vous arriviez, on vous présentait les espaces. Aujourd'hui, ne dites pas qu'on a eu l'argent, on a acheté tous les espaces, vous n'avez qu'à aller. Parce que cette situation n'est pas gérable. L'État doit... Vous parlez de paix sociale. Le Cameroun doit faire sa mue. Le Cameroun doit avoir le courage de parler de ses problèmes. Tout à fait. Et c'est des problèmes sérieux. Ce que je dis là, celui qui veut, s'il est mon ami, ne me salue plus. Si on ne parle pas de ça aujourd'hui, ça va générer des guerres. Tout à fait. Parce que les enfants du littoral, même si leurs pères ont vendu, quand ils n'auront pas où aller,
seront obligés de forcer de l'espace. Qui a même dit que leurs pères ont vendu? Alors, nous allons Cette d'abord... histoire de pères qui ont vendu relève justement du suprématisme. Elimbi On a vendu à qui les terres dans nous allons lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous prenons d'abord ce message. Bonjour Perfecto. La seule condition du vivre ensemble et de la paix n'est pas au niveau des hommes à cette date, car tant que les néocolonialismes l'esbroffent des politiques et la reconnaissance de l'effort de chaque individu de couches distinctes, et enfin arrêter le nihilisme des sectes et religions, ça va s'empirer. Autre élément concret, la famine des intellectuels et des serviteurs des partis politiques. Autre message ce dimanche, nous prenons celui-ci. Alors, que dit ce téléspectateur? Allons du côté du plus 33, c'est un téléspectateur de la France. Bonjour Monsieur Aïssi, je partage avec vous un témoignage personnel en lien avec votre thème du jour, si vous le voulez bien. Le suprémacisme ethnique est à l'origine de la destruction de mon mariage ici en Occident. Je suis en haut cadre, mon ex-femme également, et j'ai aimé cette dernière, qui est aussi la mère de notre enfant, plus que tout au monde, d'un amour pur et plus que ma propre personne à certains égards. Mais notre union a pris fin de manière brutale il y a quelques années. Avec du recul et après une analyse très patiente et profonde des événements qui ont émaillé le cours de notre union, j'ai compris quelle était la cause profonde de ce drame. Le suprématisme ethnique qui s'appuie sur l'idée qu'une communauté serait la communauté supérieure au Cameroun, et ce suprémacisme s'appuie donc essentiellement sur un communautarisme très puissant où chaque individu s'appuie sur la communauté, par ailleurs très soudé pour puiser sa propre force. Et si un individu du groupe se défait des liens de la communauté ou les laisse se distendre, il court tout simplement le risque d'être ostracisé. Quelle tragédie! Aimons-nous simplement, oublions les discours tels que celui sur le concours Boulou du 17 octobre 2018 qui sonne comme un cri de ralliement pour une communauté et qui est à mon sens le discours initiateur du discours haineux au Cameroun. Que prime l'amour entre Camerounais. Merci et courage à notre beau pays, unique au monde. Courage également à vous, à votre consultant avec qui je ne suis pas toujours d'accord, et courage aussi à votre chaîne de télévision et à son promoteur. Bon dimanche à vous. C'est depuis Paris qui envoie ce message. Autre message ce jour en direct sur Libre Expression. Le gouvernement a mis sur pied plusieurs plans et projets de réalisation. Posons-nous donc la question de savoir les raisons pour lesquelles ces plans ne sont pas exécutés. Le manque de financement, le détournement des fonds publics, l'inexpérience des détenteurs des fonds. Nous souhaitons connaître la problématique. Alors, nous allons prendre peut-être deux dernières préoccupations. Que dit ce téléspectateur rapidement? Alors, la seule manière de protéger les autochtones, c'est de transférer les capitales politiques et économiques dans d'autres régions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça ne recréera que le même problème. Non, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. La capitale du littoral passe à l'ouest? Non, ça veut dire que la capitale de Cameroun ne soit plus Yaoundé. Comme ça, les gens vont se déporter là où il y aura la capitale. Ah, c'est ça qu'il a voulu dire. Et ça deviendra rotatif. Ça ne va que faire du Cameroun. Le problème, c'est la décentralisation. Alors, bonjour à tous. Les terres du littoral ont été spoliées en majorité. Et dire que les Sawa ont vendu les terres est un peu exagéré et même insultant. Je n'ai pas dit que les Sawa... Non, je ne l'ai pas dit. Parce qu'on va encore frapper ici. J'ai dit que... Oui, même si on dit que les Sawa... Parce que c'est pas... c'est vrai que Chebon est d'expression anglaise, mais il comprend bien français. J'ai dit que même si on dit que... Je n'ai pas dit que les Sawa ont vendu. Je n'ai pas qu'à y vendre. Il faut bien suivre. Ce n'est pas toi le problème. Non. Oui, vous voulez préciser quoi? Je voulais juste préciser que... Oui. L'État du Cameroun tel qu'il est organisé
Et si les gens sont sincères et respectent des dispositions, des lois qui nous organisent, devraient arriver à un fonctionnement harmonieux. Oui. Ce qui porte à... Je ne parle pas, je suis d'accord avec Maître Guizogo. Que vivre ensemble, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. C'est vivre en harmonie, en cohésion. Mais il n'y a qu'une seule solution, chers panélistes. Que chacun respecte l'autre. C'est ça. Que chacun reste à la place et accepte que Dieu et les institutions lui ont donné. Que personne n'envisage ce que j'ai entendu Blaireau dire, mais il n'est pas le premier, il répète ce qui s'est dit. La conquête, il n'y a pas de conquête à l'intérieur d'une nation. L'idée qu'une communauté est conquérante va aller prendre les places, les terres, les positions politiques. Et j'ai gardé le morceau choisi qui donne les raisons de guerre. Dans Jacques, chapitre 4, verset 1er, d'où viennent les guerres? Et d'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de ceci? 2 points. Il commence à citer. De vos désirs insatiables, du plaisir sensuel, qui combattent dans vos membres. Vous désirez, et pourtant vous n'avez pas. Sans cesse, vous assassinez, vous convoitez, et pourtant vous ne pouvez pas obtenir, etc., etc. Donc, cet état d'esprit, où c'est ce que Parfait Haïti a que je veux avoir. C'est la terre de Parfait Haïti que j'explique que je dois prendre parce que j'ai 400 km² seulement. Quand tu as 400 km², tu es parti faire 10 millions de personnes, pourquoi? C'est ce qu'il... Tu es parti faire 10 millions de personnes, pourquoi? Alors que tu as 400 km². Vous venez dire maintenant que il faut que j'aille prendre 66 000 hectares dans la vallée du Thème parce que je veux cultiver le cacao. Au lieu d'aller acheter le cacao que les papas ici cultivent et tu fais ta chocolaterie, tu dis que non, je dois moi-même aller prendre 66 000 hectares. Et comme ça, je vais transporter mes frères parce que les papas ici ne travaillent pas. Oublions que c'est les papas ici qui ont produit tout le cacao qui a construit le Cameroun, etc. Vous voyez le suprématisme. On a compris. C'est lui qui légitime les esprits de certains. Nous marquons l'idée d'aller prendre ce qui appartient. On a compris. Voilà. Quand vous avez fait ça, une autre touche pause et on revient pour la dernière ligne droite de ce programme.